Alors du coup, voici la correction du DS numéro 1. Donc on va regarder comment on corrige tout ça en trois temps. La première, c'est de corriger la partie chimie. La deuxième, ça va être de corriger la partie physique. Et la troisième, ça va être de faire un retour sur les éléments importants de la correction. Et donc commençons par la chimie. Donc on nous demande dans la première question de calculer des masses molaires et des entités suivantes, MnO2, CO3 de moins et FeCO5. Alors, comment va-t-on procéder? Tout d'abord, on va rappeler ce que dit la masse molaire d'une molécule. Donc c'est la somme des masses molaires atomiques. Du coup ici on a l'atome de Mn et deux fois l'atome d'oxygène. On prend sa table périodique. Donc nous on fournit la table périodique sous forme plastifiée, donc 54,9 pour le manganèse et 16 pour l'oxygène, fois 2. Ce qui nous donne ici 54,9 plus 32,0 et pour un total de 86,9 grammes par mol. Et on fait de même pour les deux autres particules. Donc CO3 de moins, rappelle la charge, on n'en tient pas compte. Ce sont les électrons, quantité négligeable, 2000 fois moins lourds que les atomes de manière générale. Du coup, ici on a la masse du carbone plus 3 fois la masse de l'oxygène, ce qui nous conduit à la valeur de 60. Ensuite, on a FeCO5 fois. Alors là, on a des parenthèses, donc c'est la petite subtilité. Donc on a 5 fois la quantité entre parenthèses. Donc on va développer comme mathématiquement on va pouvoir l'écrire de la façon suivante. On conserve les parenthèses et on fait attention à ne pas faire d'étourderie ensuite sur la saisie de la calculatrice qui nous conduit à une valeur de 195,8. Donc dans les questions suivantes, on nous demande de calculer la quantité de matière N de monoxyde de cuivre. Ensuite, on va calculer la masse M d'une molécule d'ammoniac, dont on a 1,78 10-2 mol. Après, on va supposer une masse d'ammoniac et on va nous demander de calculer des concentrations. Et enfin, un petit lien avec la densité et le volume occupé par un volume de fer occupé par un morceau de fer de densité fourni. Donc voilà ce que l'on va corriger. Donc on va commencer par le monoxyde de cuivre, puis l'ammoniac, et enfin le morceau de fer. Donc on reformule le nombre de moles de CO, sachant que la masse de CO est égale à 10 grammes. Pour calculer ce nombre de moles connaissant la masse, on va faire appel à la formule de la masse molaire, soit... Or, il nous manque la masse molaire du CuO, puisqu'on a la masse de CuO. Donc cette masse molaire, on l'évalue comme précédemment, ce qui nous conduit à 0,127, 0,44, 252. Et donc on va s'intéresser aux chiffres significatifs. Ici on a 3 chiffres significatifs, ici 3 chiffres significatifs. On va donc garder 3 chiffres significatifs. Le premier 0 ne compte pas, donc on garde le 1, le 2, le 7. Donc on s'arrêtera au 7, on arrondit au plus proche, le 0 suivant, on l'arrondit à 7. D'où donc 0,127 ou en écriture scientifique 1,27 10-1 mol. Donc ici le calcul de la masse de NH3, on va s'appuyer sur la formule de la masse molaire. Donc là on voit que par permutation circulaire on va obtenir N multiplié par grand M qui sera égal à la masse. Donc là la masse de NH3 c'est le nombre de moles de NH3 fourni dans le texte, 1,78 10-2 mol, multiplié par la masse molaire de NH3 qui n'est pas donnée. Et donc ici on trouve 17. Donc comment on trouve 17? Eh bien on fait donc 14 plus 3 fois 1, les masses molaires respectives de N, 14, et 1 pour H. Alors ici, je reviens sur les chiffres significatifs très rapidement. Le 3 qui est là n'est pas une mesure. Donc quand on fait 3 fois 1,0, eh bien on prend le résultat ici multiplié exactement. Parce qu'une multiplication par 3, c'est des additions. Donc on garde le plus petit nombre de chiffres après la virgule, c'est-à-dire ici un chiffre après la virgule. D'où le 17,0 du résultat.
qui conduit à... Donc ici je tape ce que j'ai sur ma copie. Est-ce qu'on pourrait ne pas taper le 0? Oui, mais bon, je le garde. On trouve 3,026, sauf que ici on a 4 chiffres significatifs, 1, 2, 3, 4, et là on en a 3 avant pour le premier et 3 pour le second, donc on va en garder 3 puisque par une multiplication on garde le plus petit nombre de chiffres significatifs. Ce qui nous conduit à faire un arrondi à 3,03 mol. Grammes, pardon, puisque c'est la masse que l'on calcule. Alors ici, on va calculer une concentration en ammoniac, donc ici c'est toujours NH3, notez petit c, donc je la note ici C de NH3. Si l'on dissout cette masse par de l'eau dans une fiole de 250 ml. Donc la masse fournie c'est 280 mg et on demande la concentration en masse ensuite. Donc deux choses à faire, concentration en quantité de matière et déduire la concentration en masse. Alors, pour procéder comme suit, on remarque que c'est une dissolution, on nous fournit une masse, donc du coup, eh bien, on peut procéder de plusieurs manières. Donc par définition, C égale N sur V. Du coup, ici, N c'est petit m sur grand M, celle qu'on a identifiée puisqu'on nous donnait la masse de 280 mg. Il vient le calcul suivant, 280 divisé par 17, mais on fait attention, il y a la conversion. Donc les milligrammes, ça nous donne ici un multiplicateur par 10-3, ce qui nous amène au résultat de 1,65 10-2 mol. Par contre là je viens de voir que ici, vous voyez, j'ai fait une étourderie, j'ai tapé 1,78 10-1 alors que c'était 1 10-2, donc je corrigerai ici, c'est 3,03 10-1 grammes. Donc ici, donc 1,65 10-2, 3 chiffres significatifs, on en garde 3, on arrondit le 7 au supérieur. Donc on travaille le plus possible en notation scientifique si l'on souhaite. Maintenant une valeur décimale c'est un résultat et c'est correct. Alors ensuite, une fois qu'on a le nombre de moles, eh bien on utilise la formule et on en déduit la valeur de la concentration de 6,59 10-2 mol par litre. Alors après on va avoir la concentration en masse. La concentration en masse Cm est égale à petit c fois grand M, soit petit c fois grand M, et là on réutilise astucieusement la touche répétition de ces calculatrices pour rappeler les résultats précédents exacts. Ainsi, il n'y a pas de propagation par arrondi. Donc là, on a la valeur exacte qu'on divise par 17 et ensuite, on va raisonner sur les chiffres significatifs. Et là, ça nous conduit à un nombre qui est correctement écrit, 1,12. Donc 1,12 grammes par litre. J'ai pris le soin de me mettre en mol par litre. Si vous êtes en mol par millilitre, à ce moment-là, il n'y avait pas le facteur de conversion 10-3 ici. Du coup, vous allez avoir un écart sur la puissance de 10, mais vous devriez trouver les mêmes résultats. Alors pour achever la rédaction, on va rajouter quelques petits mots de coordination tout con, avec le nombre de mol, d'où, paf, on déduit. Il y avait un autre chemin possible pour calculer la concentration en masse, c'était d'utiliser la formule M divisé par V, et comme on avait la masse, on pouvait y aller directement. Alors là, comme on disait en déduire, il fallait déduire de la concentration ici, donc ce qu'on attend, c'est C fois grand M. Alors ensuite, question 5, une petite histoire de densité. Alors on va calculer un volume de fer, sachant un nombre de moles de fer. Et on nous donne la densité. Alors qu'est-ce que ça nous donne comme information, la densité? La densité, c'est d'un solide ou d'un liquide, c'est la masse volumique divisée par la masse volumique de l'eau qui est cercle de référence. Alors, il faut connaître les valeurs des masses volumiques de l'eau. Il y a 1 kg par litre, mais celle que je trouve plus pratique de mémoriser, c'est le 1 g par centimètre cube ou 1 g par millilitre, sachant que 1 millilitre c'est 1 centimètre cube. Donc ça, il faut bien savoir ça, 1 millilitre 1 centimètre cube, et donc 1 g par centimètre cube ou 1 g par millilitre. Ainsi, la valeur de la densité, c'est directement la masse volumique exprimée en grammes par millilitre. Donc, or, cette masse volumique, eh bien, par définition, c'est la masse de matière divisée par le volume de matière, ce qui nous intéresse, puisque nous, on veut le volume de fer. Il nous manque la masse de fer. Et cette masse de fer, eh bien, elle est égale à la masse molaire du fer multipliée par le nombre de moles de fer, donnée qui était fournie dans le texte, puisqu'on nous indiquait
que ce morceau de fer contient 3,10 moins 1 mol de fer. La masse molaire du fer est de 56. Ce qui nous donne donc 16,74. Alors ici, c'est pas notre résultat final, mais on va écrire avec deux chiffres significatifs, ce qui nous amènerait à écrire donc 1,7 10 puissance plus 1. Et vous voyez que là, on fait un arrondi important. Mais ça, c'est pas notre résultat final. Donc il est extrêmement important de conserver le résultat exact pour continuer le calcul, puisqu'ici on va injecter cette valeur numérique dans la formule de la masse molaire. Donc ici, de la masse molaire, de la masse volumique. Donc ici, ce qu'on voulait, nous, c'était obtenir le volume de fer. Donc le volume de fer va s'extraire de cette formule par la relation V égale M sur ρ. Et on aura donc un volume de fer qui sera égal à, je prends la valeur exacte du résultat et je vais le diviser par 7,8. Ce qui va conduire à ici 2,146. Mais on va prendre les nombres de chiffres significatifs. Donc là, on avait deux chiffres significatifs. Ici, on a deux chiffres significatifs. On garde deux chiffres significatifs et on pourra arrondir à l'inférieur, soit 2,1 millilitres ou centimètres cubes au choix. Ce qui achève notre premier exercice. Donc dans ce second exercice, on nous demande de calculer et de fabriquer des solutions. Donc première question, calculer le facteur de dilution. Et du coup, on va calculer F. Alors par définition, le facteur de dilution, c'est le volume final divisé par le volume initial. En fait, c'est le volume de la fiole jaugée que l'on a utilisé divisé par le volume prélevé, qui est le volume initial que l'on prend. Alors on fait attention, moi j'aime bien mettre volume initial, mais plutôt volume prélevé, pour penser que c'est le volume qu'il y a dans la pipette. Donc avec les données pertinentes de volume, on a 250 divisé par 50. On garde les chiffres significatifs, mais ici c'est pas très utile parce qu'en fait c'est pas une valeur qu'on mesure, c'est un facteur de dilution, donc c'est purement expérimental pour fabriquer la solution. On multiplie par 5, on multiplie par 10, ce sont souvent des nombres entiers, donc on peut ici noter que le facteur est égal à x5. Donc ça c'est une petite remarque. Ce facteur de dilution, eh bien, c'était celui de l'opération que l'on avait fait. Donc là, on nous demande de calculer la concentration de la solution que l'on a fabriquée, qui est notée C1. On va s'appuyer sur la loi de la dilution parce qu'ici, on nous dit qu'on dilue, effectivement. Déjà, on nous parle d'un facteur de dilution et on fabrique la solution à partir d'une solution déjà existante, donc c'est une dilution. La loi de la dilution stipule concentration initiale multipliée par volume prélevé est égale à concentration finale multipliée par le volume final. Ici, j'ai des petits points. Et ici, on utilise les notations du texte. Donc, on avait ce qui conduit à la valeur de C1 égale à 0,005 sur la calculatrice. Alors, là, ici, il faut quand même tenir compte des chiffres significatifs. Les zéros avant ne comptent pas, donc le résultat c'est 5. Mais comme on a deux chiffres significatifs et qu'ici on obtient quelque chose issu de la mesure, eh bien on doit écrire avec les bons chiffres significatifs, c'est-à-dire... Donc en écriture scientifique, ben voilà, ça nous donne 5, 10-3 mol par litre. Et puis ici, 0, si on avait laissé en décimale, il aurait fallu rajouter un 0 derrière pour avoir nos deux chiffres significatifs. Donc vigilance là-dessus. Alors pourquoi des mols par litre? Vous remarquez qu'on n'a fait aucune conversion, c'est normal. Ici on a une concentration, là on a une concentration. Ici on a un volume, là on a un volume. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire?
On va avoir ici des moles par litre, des moles par litre, des litres, des litres. Les unités à gauche et les unités à droite sont les mêmes. Donc si on laisse tous les volumes dans la même unité, ici les millilitres, eh bien les concentrations sont dans la même unité de concentration. Donc là on avait 2,5 10-2 moles par litre, ce qui nous donne une concentration en moles par litre. Voilà. Dernière question, écrire un petit protocole de fabrication de S1. Donc là ça va être assez rapide. C'est une dilution, il faut connaître le protocole par cœur. Donc on va faire un prélèvement, on va l'introduire dans une verrie, on va compléter avec du solvant et on va ajuster cet ajout de solvant, on va l'ajuster sur notre verrie. Donc on prélève avec quoi? Avec une fiole jaugée, n'importe quoi. On prélève avec une pipette, on va préciser les volumes des verries, donc on prélève avec une pipette et on utilise une fiole jaugée. Donc on prélève à la pipette jaugée de 50, on fait dans la fiole jaugée de 250 et on complète, où ça? Eh bien, au trait de jauge, à l'aide d'une pipette compte-gouttes. Ce qui achève notre protocole. Donc on a toutes les actions à réaliser. Évidemment qu'on va aller chercher de la solution initiale, évidemment qu'on va prendre un petit bécher pour pouvoir faire ces choses-là. Maintenant, c'est pas le protocole de dilution. Le protocole de dilution, c'est les actions pour réaliser la dilution. C'est pas les contenants qu'il y a autour, etc. Donc là, c'est suffisant. Donc ce qui est important, prélever, introduire, compléter et ajuster. Ça, ce sont pour les actions. Ensuite, la verrerie doit être précisée. Donc pipette jaugée, fiole jaugée, à minima. Et les volumes, s'ils sont connus. S'ils ne sont pas connus, il faut les calculer si on a les moyens de les calculer. Sinon, si on n'arrive pas à calculer, on peut marquer pipette jaugée de volume adapté. Bon, c'est pas génial, mais au moins vous aurez un protocole qui est cohérent. Compléter au trait de jauge. Trait de jauge, ça c'est important. Donc pipette jaugée, fiole jaugée. Dire qu'on complète pas n'importe où au trait de jauge. Et comment on le fait? Eh bien le terme technique, c'est d'ajuster à la pipette à main ou au compte-gouttes. Donc ça c'est important parce que c'est ce qu'on vous demande de produire pour le bac. Donc il faut vraiment connaître tous ces éléments-là pour avoir la totalité des points. Et on passe à l'exercice 3 qui est une réalisation de solution. Bon, la première question, elle n'a pas grand intérêt que de faire du calcul de solution. Bon, on va la corriger, hein, mais c'est une question ouverte avec donc une réalisation de tâches complexes en demandant de calculer la concentration finale. Et cette concentration finale, c'est la concentration de C'. Donc on avait toute une petite liste d'étapes. Donc là, je vous les propose. On obtient C', calculé. Alors là, c'était C', on avait fait la correction au tableau. Donc ici, le protocole est le suivant. On introduit une masse de 3,40 g de cristaux de diode I2, de masse molaire 256 g par mol. Dans une fiole jaugée de 250, on ajoute de l'eau pour moitié. Après disparition totale des cristaux, on ajuste au trait de jauge. On note la solution S et on lui donne la valeur de concentration C qui n'est pas précisée. On prélève 25 ml de S que l'on introduit dans une fiole de 500. On ajoute et on ajuste. Donc ici en plus on retrouvait tout le protocole demandé en 3 sur la seconde partie, puisque ici on voit bien qu'on a une dissolution puisqu'on part d'une masse de solide et il suffit d'une dilution, puis on doit calculer tout ça. Alors là, on a déjà fait pas mal de choses précédemment, donc on peut peut-être enchaîner directement les calculs avec quelques petits mots-clés, ce qui nous conduit à la solution suivante. Donc ici, eh bien, on a C égale N sur V. C égale N sur V avec N qui est égal à la masse de cristaux dissous divisé par la masse molaire, ce qui nous conduit à ce calcul. Ensuite, ce nombre de moles calculé, eh bien, on le réinjecte dans la formule précédente avec le volume de 250, ce qui nous donne une concentration en mol par litre. Ensuite, C' c'est égal à C divisé par F. En effet, dans la deuxième étape, on a une dilution. Le facteur de dilution ici, c'est 500 sur 25. Pardon. Donc là, je présente un autre moyen de calculer une concentration par dilution, c'est d'utiliser le facteur de dilution. On aurait pu s'appuyer sur la loi de la dilution, ce qui revient au même. À ce moment-là, le facteur apparaît dans le calcul.
et du coup on obtient C'. Toujours se rappeler que la concentration finale c'est plus petit que la concentration initiale, donc on divise par le facteur de dilution. Un facteur de dilution est toujours supérieur à 1. Donc voilà, alors là j'ai laissé des trous, comme ça vous laisse l'opportunité de reproposer les calculs et de finaliser les calculs. Et donc on peut passer à la question suivante, euh, qui est la dernière question de cet exercice 3. Alors cet exercice 3, cette dernière question ici, eh bien s'appuyait sur la lecture d'un spectre. On demandait plusieurs choses. Déterminer la couleur de la solution en déterminant préalablement la longueur d'onde d'absorption maximum. Donc là, il y en a qui m'ont corrigé ça, mais c'est bien la longueur d'onde d'absorption, c'est le phénomène physique, mais c'est la longueur d'onde d'absorption pour l'absorption maximum, lambda max. Alors, du coup ici, on va chercher le maximum. Le maximum local, il est par ici, là, voilà, paf. Donc évidemment que ça dépend de notre trait de construction. Donc là, ici, on va pouvoir chercher un maximum et on va faire la construction graphique. Donc on a la construction graphique. On obtient ici la longueur d'onde sur l'axe des abscisses qui correspond à une absorbance maximale un peu plus de 2,50, qui n'est pas demandée. On demande juste la valeur de lambda max. Donc comment on fait quand on a une lecture graphique? Ça c'est important. Il faut toujours s'appuyer sur l'échelle du document. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de graduation, donc on ne peut pas dire ouais c'est à peu près 250, c'est à peu près 260. Donc là il faut absolument procéder de la façon suivante. Donc ici je vais mesurer par rapport à une graduation connue. Alors là je suis un peu embêté. Est-ce que c'est 400? J'en sais rien. Donc là, bon, imaginons que ça soit un trait qui soit bien placé, on pourrait dire c'est 400. L'autre possibilité, c'est de partir de 450 et d'aller vers lambda max. Alors les deux sont possibles. Et on va ici prendre l'échelle du document. Et l'échelle du document, c'est la plus petite graduation. Et on va mesurer l'échelle sur l'étendue. Donc là, moi je lis 10,35. Donc je lis le plus précisément possible mon échelle. Donc mon échelle ici, c'est 10,35 cm qui va correspondre à l'écart entre 450 et 750, c'est-à-dire 300 nanomètres. Et donc à partir de là, je vais avoir un facteur d'échelle et je vais donc calculer la correspondance ici en longueur d'onde. Alors là, c'est pas bon, c'est 4 mm, ouais, 4 mm. Si je prends ma règle dans l'autre sens, c'est parce que je suis gradué de façon un peu plus précise. Ouais, si, c'est 4 mm. Alors sur mon dessin, j'ai 0,4 cm qui va correspondre à quoi? Donc là, j'utilise mon facteur d'échelle. Il faut que ce facteur d'échelle soit apparent dans votre calcul. Donc si ici c'est ma présentation là, de recherche, je vais obtenir cet écart, et c'est attention, c'est cet écart qu'on calcule. Donc moi je note les écarts toujours delta, puisque c'est des variations delta lambda. Donc là c'est le delta lambda par rapport à quoi? Par rapport à la valeur 450. Donc delta lambda, ça doit être égal à quoi? Eh bien c'est égal à 0,4. Et là on s'applique sur la technique mathématique du produit en croix. Donc moi j'étais précis à 0,40 fois 300 divisé par 10,35. Alors pourquoi 0,40? Tout à l'heure j'ai mesuré avec deux chiffres après la virgule à la demi-graduation près. Donc là je vais chercher à la demi-graduation près aussi. Mon 0,4 mm devient 0,40 mm. Ça c'est important parce que derrière ça va me donner une précision sur mon delta lambda. Bon, là-dessus, personne n'ira vous embêter. Donc ici, on va calculer ça, 0,40 multiplié par 300 divisé par 10,35. Pouf! Et on trouve ici 11,59 nanomètres. Bon, vous prenez 11 ou 12 nanomètres. Vous prenez 11 ou 12 nanomètres et vous faites le calcul. Donc, si ça c'est pas apparent, vous perdrez la totalité des points au bac. Il faut absolument que ça soit apparent. Parfois, dans des sujets, la correction nous demande de juste produire la valeur numérique avec un encadrement. D'autres fois, il demande à ce que le facteur, ici ce qu'on appelle le facteur d'échelle, soit apparent. Le facteur d'échelle, c'est ça là. C'est l'échelle que vous avez prise ici. Donc,
La correction, la solution qu'il faudra avoir ici, eh bien, est la suivante. Donc, déjà, on dit ce qu'on fait. Si jamais on rend pas le graphique. Bon, ici, on rendait le graphique, donc on pourrait dire, bah voilà, voir le graphique. Mais sinon, on dit graphiquement, on a, moi j'ai pris delta lambda, c'est l'habitude, mais on a delta lambda égale à 0,4 cm fois 300 nanomètres sur 10,35 cm. Alors là, on s'assure que les centimètres vont se simplifier, notre résultat va bien être en nanomètres. Première chose. Deuxième chose, ce delta lambda de 0,4, je précise à partir d'où je l'ai mesuré, à partir de 450 nanomètres. Ce qui permet au correcteur de vérifier vos informations, de vérifier qu'il y a bien 0,4 ou 0,35, de vérifier que votre mesure n'est pas délirante. D'autant plus que si on part d'un autre endroit sur le graphique, ça peut conduire à des mesures très différentes. Donc il faut qu'on sache d'où vous êtes parti. Et il y a un deuxième intérêt, c'est que là, vous n'allez pas oublier que ce delta lambda, cette longueur d'onde, c'est des nanomètres, c'est fait à partir de 450 nanomètres. Et du coup, on va déduire la longueur d'onde en faisant quoi? Ben, on n'oubliera pas que ces 12 nanomètres trouvés, c'est pas la réponse, hein. On veut la longueur d'onde. Là, on a calculé l'écart en longueur d'onde par rapport à 450. Et donc, c'est 450 plus 12, ce qui nous donne 462 nanomètres avec la correction que j'ai faite ici. Donc là, ce qui est important, c'est pas de dire c'est 462, c'est d'avoir l'argumentaire. Donc si vous dites c'est 462, sans argument, sans rien, vous perdrez une partie des points. Voilà, voilà. Bon, maintenant on revient à la question, déterminer la couleur de la solution. On est à 462, eh bien on va s'appuyer sur un cercle chromatique. Et ce cercle était fourni dans les documents. Donc ici on avait ce cercle là, bah on fait avec, hein. Donc 462, on est plutôt dans le bleu, hein, si on suppose que c'est un peu linéaire ici sur un arc de cercle, ce qui n'est pas vrai, hein. Vous avez 80 nanomètres ici, vous avez 100 nanomètres là, là vous avez que 20 nanomètres, enfin vous voyez c'est pas linéaire. Bon alors du coup ici, entre 400 et 480, on va dire qu'on est dans le bleu. Toute réponse qui dit bleu-violet, parce qu'on est un peu entre les deux, sera acceptée. Ok. Et la rédaction qui vient, c'est de dire que d'après le cercle chromatique, la longueur d'onde c'est de 462 nanomètres, c'est la longueur d'onde absorbée. Donc la longueur d'onde absorbée, elle est bien dans le bleu, mais la solution sera de couleur complémentaire, et c'est bien ça qu'il faut dire. D'après la couleur du cercle chromatique, pour une longueur d'onde absorbée, on va chercher la couleur complémentaire. Et le complémentaire, comme on est au milieu, on peut dire jaune-orangé. Si vous avez dit bleu, vous allez chercher le orange. Si vous avez dit violet, vous allez chercher le jaune. Alors violet, ça ne sera pas très très bon, mais ça peut dépendre un petit peu de comment vous avez fait votre calcul précédent. Parce que si votre calcul avait été faux et que vous utilisez bien le cercle chromatique pour dire que c'est la couleur complémentaire et que vous déduisez du coup la bonne couleur, hein, la couleur complémentaire étant l'opposé de la couleur annoncée, sur le cercle chromatique, eh bien ça sera cohérent et donc ce sera comptabilisé correctement. En tout cas, vous aurez une bonne partie des points. Voilà pour cette partie de chimie. Alors revenons sur les points clés. Donc les points clés, j'écris ce que je fais, qu'est-ce que je calcule? Je mets la formule de cours, je pose les calculs, je produis le résultat. Après, si je refais la même chose de la même manière, je vais pouvoir accélérer un petit peu parce que j'aurai montré comment j'ai procédé. Donc, on n'oublie pas des petits mots de coordination. Et en rajoutant ces petits mots de coordination, ça va égayer un peu la copie et ça va permettre d'avoir un truc un peu moins brutal pour le correcteur qui va se taper 40 copies et qui va le mettre dans un meilleur confort de correction. Alors, du coup, on met ce que l'on fait, calculons, sachant, on extrait les données, on met tout ce qui est utile et puis voilà, on écrit ce que l'on fait. Si on écrit ce que l'on fait, ça va nous donner une argumentation qui sera, euh, qui sera cohérente. Hein, vous avez bien, voilà, ça donne une présentation qui est assez claire. Comme il y a une démarche logique, et c'est suffisant, il n'y a pas besoin de raconter sa vie et de reformuler tout. Il faut être assez efficace quand même, hein. Donc ça c'est mon petit conseil. Après, vous vous adapterez en fonction des enseignants, mais dans le supérieur, il va falloir être efficace pour avancer et pour avancer vite. Donc là, on peut ensuite présenter de façon un peu plus sympa la copie en faisant des petits encadrés. Par exemple,
Donc ces petits encadrés ici, vous voyez, je souligne des mots-clés du raisonnement. Calculons, donc toujours ce que l'on fait. Bon, moi c'est mon petit truc, hein, calculons. Après, je fais des encadrés majeurs pour les résultats finaux, un petit encadré pour les résultats intermédiaires ou des formules sympas. Je souligne éventuellement des points clés de raisonnement avec les mots qui font que bah clac, ça change. La présentation, elle n'est pas trop colorée, ça se voit. Alors pour faire ces encadrés assez rapidement, j'utilise un petit truc, une petite règle ici, là. Ça permet de faire des petits cadrages rapides, paf. Par exemple là, poum, je viens là-dessus, tac, tac. Et puis après, bah, on a ici, hop, tac, tac. Ça reste pas très chronophage. Et puis on en déduit ici, bah voilà, c'est ça les résultats importants, hein, c'est voilà, hop, tac. Donc vous voyez, on peut tout de suite mettre des en évidence quelques points de raisonnement et du coup ça propose à ce moment-là des formules sympas. Par exemple ici c'est celle-là, c'est V égale M sur ρ qui est importante. Donc je vais la mettre en avant et puis bah, le résultat pour pas que le correcteur soit noyé dans la copie parce que lui il voit pas l'écriture au fur et à mesure, autant vous la voyez au fur et à mesure, ça vous paraît propre, mais en tout cas vous voyez ça fait des petites choses plutôt cool. Si vous aimez bien rendre des belles copies, parce qu'il y en a qui sont un peu psychopathes de la présentation, ils ont raison, hein, parce qu'une belle copie pour le correcteur c'est plus agréable, du coup il va être beaucoup plus clément dans le volume qu'il aura à corriger. Et vous voyez, ça fait tout de suite une présentation qui est chouette. Donc, on rappelle la formule de cours. Quand on l'a fait plusieurs fois, bah, on peut après aller un peu plus vite. On n'hésite pas à mettre des annotations masse de NH3 pour pas s'y perdre, pour savoir où on en est, parce que des fois il y a une multiplicité de données. Bon, une fois qu'on sait ce qu'on fait, bah, ça va assez vite. On fait des sciences, on devient des sciences plus mathématisées, donc l'outil mathématique de rédaction, il doit se développer en physique-chimie. Voilà. Alors même si je sais qu'on vous a peut-être un peu brutalisé avec il faut faire des phrases, il faut faire des trucs, c'est bon, là vous êtes en première, vous allez passer le bac de français, vos qualités d'écriture, ça y est, elles existent. Donc maintenant on peut passer à un formalisme un peu plus dense au niveau mathématique et c'est ce qu'on vous demandera dans 2 ans, donc il faut commencer à se préparer. Donc là, ce sont plutôt des guides hein, pour que vous puissiez vous adapter au fur et à mesure de l'année de première. Donc le facteur de dilution, ça c'est un truc un petit peu important, hein, le point clé. Facteur de dilution, volume final sur volume prélevé. La loi de la dilution, ça c'est une loi importante, il faut bien l'apprendre. Et puis savoir manipuler les nombres. Pour ce qui est des chiffres significatifs, c'est pas l'objet complet, mais ça serait bien qu'en fin d'année ça soit calé. Et du coup ici, le protocole de pipette, de prélèvement à la pipette, là, ça c'est important. Prélever, introduire, compléter, ajuster à la pipette à main. Bon là, le petit déroulé, ça pose pas de problème quand on a fait tout ce qu'il y a avant. Graphiquement, ne pas oublier qu'il faut le facteur d'échelle qui soit présent. Et puis si on fait un truc graphique, on met voir graphique si on a le graphique à proposer en correction. Sinon on dit graphiquement, on expose les mesures clairement pour que le correcteur puisse refaire et vérifier que vous n'avez pas fait de boulette. Notamment quand vous avez écrit ça, en fait, c'est sympa parce que si vous faites une erreur d'étourderie ou si après vous partez de 400 plus 12, vous voyez, vous faites une erreur, mais le correcteur il voit bien que c'est de la précipitation, donc il vous en tiendra peut-être moins rigueur. Donc plus vous détaillez, écrivez ce que vous faites. Écrivez ce que vous faites et juste ce que vous faites, à partir de quel point de cours vous le faites, et à ce moment-là, tout va bien se passer. Donc voilà pour cette première partie, on corrigera dans une seconde vidéo la seconde partie de ce devoir qui parlait de la couleur, mais à travers les process atomiques. Donc ça sera la partie 2. A tout de suite pour la suite.